Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information, la principale du soir sur TVS, et merci de votre confiance sans cesse à renouveler. Les sinistrés du PK8 bientôt à la caisse, annonce faite au cours d'une rencontre qu'a présidé le chef du dit quartier avec les populations. En rappel, pendant les travaux du réseau électrique commandé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, un court-circuit avait endommagé plusieurs appareils électroménagers. Les précisions avec Ephraim Bioguezo. Suite à un important court-circuit survenu au point kilomètre 8, lequel a notamment occasionné de nombreux dégâts dans divers foyers, de par la perte des appareils électroménagers, une situation d'autant plus préoccupante non seulement pour les sinistrés, mais aussi pour celui-là qui fait office d'auxiliaire de commandement. Dès l'annonce des faits, Paul Ngomongeme a pris de suite son bâton de pèlerin au fin de négocier une rencontre avec les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, laquelle s'est avérée payante, bien que l'auteur de ces actes soit une entreprise qui sous-traite avec la SEG. Selon une source digne de foi, c'est en voulant remédier à une panne d'électricité survenue sur un poste de distribution et de conduite d'électricité que cet opérateur économique a faussé les données. La SEG avait un réseau qui était faible. En voulant refaire le réseau, il a donné ça à un partenaire. Et c'est comme ça qu'au moment où il fallait remettre le réseau en place, et il a envoyé les 380, et les 380, ils ont grillé tous les appareils des gens. 380, c'est 380 volts. 380 volts. Et les appareils des populations du quartier ont été grillés. Et les appareils du quartier étaient brûlés. Ouais. Alors c'est pour cela que je me suis mis j'ai pris le bâton et allé à la ICG pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé. Et la ICG a fortement payé. Cette rencontre entre habitants du quartier PK8 et la chefferie intervient après le quitus accordé par Dame SG sur les modalités de remboursement du matériel détruit. Le quartier PK8 n'est pas à l'abri de bon nombre de difficultés que rencontrent les habitants d'autres quartiers environnants, d'où la nécessité pour chacune des personnes concernées de faire l'objet d'un sens de responsabilité. Ici, là, l'information de l'insécurité. Personnalité. Tout le monde qui sont là. Personnalité. Alors tout le monde vient se plaindre ici, là. Oh, on a braqué, on a fait ceci. Personne ne vient quand on fait les réunions. Personne. Comment voulez-vous que ça marche? Vous voulez à chaque fois, quand vous avez un problème, c'est moi qui le crée et puis bien vous donner. Je ne sais pas si d'après vous, vous aussi, vous voyez que c'est vraiment bon. Ce n'est pas moi, c'est vous aussi. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est pour vous. Regardez un peu. Quand on va dire ce machin-là, il y en a des millions, les gens vont prendre des millions là-dedans. Et que moi, qui fais les pieds et les mains jusque là-bas, je n'ai même pas un sou là-dedans. Des informations capitales que devraient mettre à profit ces populations pour le bon fonctionnement de la cité. Si le non-paiement de 2 trimestres de bourse aux étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, celui-ci est loin d'être la seule difficulté que rencontrent ces derniers. C'est ce que nous rapporte ici Marielle Lecombe dans ce reportage. Détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un bâtiment abandonné, nous sommes bel et bien dans l'enceinte de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Ici, les conditions d'apprentissage et de vie sont loin d'être dans les normes. Ces images se passent de tout commentaire. C'est à visage couvert qu'un étudiant de cet établissement supérieur nous livre leur quotidien par peur de représailles.
Entouré de hautes herbes, un portail toujours ouvert, la question de la sécurité des étudiants et même du personnel qui y travaille est un autre goulot d'étranglement. Un fonctionnement académique et pédagogique difficile, des grèves des enseignants et des étudiants, autant de difficultés sur lesquelles devrait se pencher la tutelle. Rien à voir avec ce qui précède, le collectif des artistes réunis s'est récemment retrouvé pour une réunion dont les principaux points auront été le renouvellement du conseil d'administration du Bugada et les questions des droits d'auteur. Nous retrouvons Marielle Lecombe dans ce reportage. Le 7 juillet dernier à Libreville, cette réunion du collectif des artistes réunis était placée sous le sceau de la redynamisation. Outre le renouvellement du conseil d'administration du bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins Bugada, ce collectif s'est également penché sur la relance des activités du collectif des artistes réunis en procédant au passage au renouvellement de son bureau. Le CAR a penché là-dessus aujourd'hui, mais parce que tout simplement, le CAR réunissant la plupart des corporations artistiques et culturelles du Gabon, c'est le CAR qui avait fait la proposition du premier conseil d'administration du Bugada. Et la léthargie dans laquelle se trouve ce conseil d'administration aujourd'hui a exigé du CAR de revoir un peu tous les mécanismes qu'il faut pour, disons, relancer, redynamiser le CAR. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à un renouvellement de ce bureau-là, puisque le mandat du premier bureau est arrivé à son terme. Non que le bureau actuel est illégal, mais il est un peu caduc. Donc il fallait revoir certains membres du bureau et faire une proposition au ministre de la Culture qui doit, disons, valider les membres du prochain conseil d'administration du Bugada. En tant que tel aussi, connaît une petite, disons, baisse de régime en ce moment. Il était question aussi donc aujourd'hui de revoir le bureau directeur du CAR, surtout relancer ses activités et remettre à la responsabilité de certains postes des artistes qui ont la volonté, mais vraiment de se battre pour l'art au Gabon. La question des droits d'auteur n'est pas restée en marge des discussions. Les artistes voudraient désormais aller eux-mêmes vers les organismes internationaux plutôt que d'avoir affaire à des intermédiaires. Nous avons quelques litiges que les artistes ont avec, par exemple, ceux qui doivent leur apporter, ceux qui doivent leur repartir les droits d'auteur, voilà, excusez-moi. Et nous avons, disons, réfléchir comment, juridiquement parlant, nous pouvons avoir raison sur ce que on doit aux artistes sur le plan, disons, droit d'auteur. Les artistes eux-mêmes doivent devenir les interlocuteurs des organismes internationaux afin que
les subventions qui peuvent provenir d'ici et là pour aider la culture aillent directement dans la production et la promotion de l'art culturel, au lieu que ça passe encore par des organismes intermédiaires qui dévorent ce budget-là et font en sorte que l'art ne se développe pas. Après avoir attendu 48 ans, ce n'est que le 15 février dernier que les artistes gabonais ont commencé à percevoir des chèques de redevance des droits d'auteur. Beaucoup de choses restent malgré tout à revoir. Parlons à présent de politique dans cette édition d'information. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Bruno Ben Moubamba, président de l'ACR, s'est montré particulièrement dur avec Ali Bongo Ondimba, qu'il accuse d'avoir sacrifié le peuple gabonais sur l'autel des intérêts égoïstes en engageant des mesures d'austérité. C'était hier au cours d'une rencontre avec la presse nationale et internationale. Parmi les invités, Pierre Parfait Mbadikoumbe et Régis Koumba. Pour le changement et le renouveau ne soutiendra pas les mesures d'austérité prises par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018. Les qualifiant de clochardisantes, Bruno Ben Moubamba, le président de cette formation politique de l'opposition, accuse le président de la République dans une lettre ouverte d'avoir sacrifié le peuple gabonais sur l'autel des intérêts égoïstes en acceptant notamment les mesures élargies de crédit proposées par le Fonds monétaire international. Monsieur le Président de la République, pourquoi avez-vous sacrifié le peuple gabonais? Non seulement votre vice-premier ministre de l'époque vous avait prévenu personnellement qu'il existait d'autres méthodes de renflouement des caisses de l'État, telles que le regroupement des multiples caisses du secteur pétrolier, le rachat de la dette, une meilleure optimisation des régies financières, l'élargissement de l'assiette fiscale, le recours aux partenariats public-privé, les PPP, sans recourir à la corruption, qui est le mal du Gabon, un pays, rappelons-le, sous-peuplé, de moins de 2 millions d'habitants, avec une grande communauté étrangère. Monsieur le Président de la République, pour rappel, et j'insiste là-dessus, avec tout le respect qui vous est dû, le FMI ne vous a pas dit de sacrifier le peuple gabonais au travers des mesures d'austérité insupportables, telles que la mise sous bon de caisse des agents du secteur public, avec des conséquences néfaste pour les banques qui ne pourront plus accorder certains crédits, par exemple. La baisse des salaires pour la petite classe moyenne gabonaise, dont le salaire se situe au-dessus de 650 000 francs CFA, avec pour conséquence la perte d'emploi pour le personnel domestique, tel que les ménagères, les chauffeurs, les jardiniers. Des mots durs, prononcés sans ambages, envers Ali Bongo Ondimba, que l'ancien vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba présentait encore il y a quelque temps comme son allié après son limogeage du gouvernement. Convaincu pour rien au monde que les mesures d'austérité prises par le gouvernement ne sortiront pas le Gabon de sa crise actuelle, Bruno Ben Moubamba a présenté dans sa lettre ouverte au chef de l'État quelques solutions qui, selon lui, seront plus judicieuses. Il est au micro de Pierre Parfait Mbadikoum face à la caméra de Régis Koumba. Vous avez sacrifié le peuple gabonais. Votre gouvernement aurait pu faire des économies par la réduction immédiate des ministres, la suppression du Sénat, la déclaration au fisc des richesses du pays, telles que l'or, le diamant, le bois, la pêche et le marbre, d'autres richesses qui sont en train d'être vidées par des prédateurs qui sont pourtant connus de tous, sans aucune déclaration au fisc, puisque le ministre des Mines a reconnu dernièrement que 4 tonnes d'or étaient sorties du Gabon sans être déclarées. 4 tonnes d'or. Et les Gabonais sont là, ils regardent, personne ne réagit. Mais je pense que c'est pour très peu de temps. Monsieur le Président de la République, les mesures d'austérité prises par votre gouvernement il y a quelques jours réduiront les Gabonaises et les Gabonais
à plus de précarité, c'est-à-dire à plus de décès par maladie, par famine, par plus de chômage. Et ces mesures arrivent dans un contexte social déjà assez difficile. Monsieur le Président de la République, la crise économique n'a pas été provoquée par le peuple gabonais, mais par une association de flibustiers d'opulence, on ne le répétera jamais, qui vous entoure et qui vous a trahi en 2016. En politique, nous y restons. Suite aux mesures d'austérité engagées par le gouvernement, le directoire de la coalition pour la nouvelle République exhorte les populations, plus précisément les partenaires sociaux, à ne pas lâcher du lest. Nous les écoutons au micro de Frem Bioguezo. De 2009 à 2017, les recettes budgétaires du Gabon ont été de 16 milliards 643 millions de francs CFA. Les dépenses de 16 643 milliards de francs CFA. Les dépenses, quant à elles, pour la même période, ont culminé à 17 147 milliards de francs CFA, soit un écart de 504 milliards de francs CFA. La situation catastrophique des finances publiques a pour origine la gabegie, l'amateurisme et l'incompétence, l'irresponsabilité et l'égoïsme notoire des dirigeants actuels. L'abondance financière due au quintuplement du prix du pétrole à partir de 2009 a fait naître chez les émergents une folie des dépenses qui s'est manifestée par la satisfaction des lubies du prince, notamment l'organisation de 2 Coupes d'Afrique des Nations en moins de 5 ans qui ont englouti 863 milliards, des forums de la NIFA, des concerts en Europe, des courses de bateaux et des carnavals. La constitution d'un important parc automobile de luxe, la collection de plusieurs aéronefs, dont un de type Boeing 777, l'acquisition des hôtels particuliers en Europe et ailleurs dans le monde, des déplacements incessants sans retombées positives pour le pays. Cet aveuglement a conduit le pouvoir émergent à concevoir des projets importants. C'est ainsi qu'une furie de la casse des édifices publics s'est emparée des émergents en détruisant les hôpitaux Jeanne Ebouri, le centre hospitalier de Libreville, ainsi que la Cité de la démocratie, privant le Gabon d'un palais international de conférences digne d'un État moderne. Il faut ajouter à cela les projets de la Marina et la baie des Rois, qui sont des éléphants blancs sur la façade maritime de Libreville. Toutes ces dépenses inutiles ont lourdement obéré le budget de l'État. La coalition pour la nouvelle République demande au peuple gabonais et aux militants des partis politiques membres de la coalition véritable autour de M. Jean Ping de soutenir les revendications salariales des travailleurs. Alors qu'aucune date n'est encore connue pour l'organisation des législatives 2018, certaines candidatures se signalent déjà. Le cas d'Étienne Angoué, qui s'est déclaré candidat à cette élection pour le premier siège du 2e arrondissement de la commune de Lambaréné au compte du bloc démocratique chrétien. Les précisions avec Arnaud Mbabekong. Messieurs, merci d'être aujourd'hui, cet après-midi, ici. C'est une étape importante que nous allons franchir et que nous préparons depuis plusieurs mois. Parce que je suis intimement convaincu que c'est en affrontant la réalité du monde que nous pouvons retrouver de l'espérance dans notre pays. Et c'est notre défi aujourd'hui. Après consultation de la base et les encouragements du secrétariat exécutif de notre parti, j'ai décidé de présenter ma candidature aux législatives 2018 au 2e siège dans la province du Moyen-Ogooué, au compte du bloc démocratique chrétien en
en abrégé PDC. Je prends toute la mesure de cette décision, issue d'une longue réflexion personnelle, et je suis prêt et déterminé à porter la responsabilité que cela représente. Je vous remercie. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera en France. Pour la deuxième fois de son mandat, Emmanuel Macron a réuni le Congrès à Versailles afin de présenter ses priorités pour l'année à venir. Le président français veut réduire les dépenses publiques et bâtir l'État-providence au XXIe siècle. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Il l'avait proposé lors de sa campagne présidentielle. Emmanuel Macron entend faire de ce discours devant le Congrès à Versailles un rituel annuel pendant son quinquennat. Objectif, tracer les grandes lignes de son action sur les 12 prochains mois, à l'image du discours sur l'état de l'Union des présidents américains. Un exercice onéreux évalué à environ 286 000 € que certains parlementaires de droite et ceux de la France insoumise ont décidé de boycotter. Tous les ans que nous sommes convoqués à venir admirer sa splendeur, Macron premier, qui nous fait un discours comme d'habitude, franchement, qui sonne comme tout le reste du décor de Versailles, c'est du carton-pâte, c'est du faux marbre. Bon, et là, ça va être de la fausse solennité. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le président de la République peut s'adresser directement au Congrès, mais les parlementaires ne peuvent ni débattre en sa présence, ni voter. Emmanuel Macron s'est déjà prêté à cet exercice en juillet 2017 pour annoncer de grandes réformes dans le pays. Pour certains spécialistes, ce discours tombe à pic pour le chef de l'État, dans un contexte où à peine un tiers des Français jugent sa politique efficace ou juste. Emmanuel Macron a bien conscience évidemment de la baisse de popularité qu'il rencontre dans les sondages. Il est sans doute aussi amené à faire plus que des annonces, c'est-à-dire essayer de faire passer le message selon lequel, selon la formule désormais consacrée, sa jambe gauche est susceptible de se mettre en marche comme sa jambe droite. Et en effet, le discours devrait porter cette fois sur la politique d'aide sociale, mais aussi sur la réforme des retraites ou encore celle de l'audiovisuel. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. Suite des visites du ministre des Sports dans les différentes infrastructures sportives appartenant à l'État. Hier, il était du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. C'est en présence de Ulrich Simaela et Vitalis Kumba. Afin de faire asseoir la nouvelle politique sportive qu'envisage instaurer le ministre des Sports, c'est dans cette optique qu'Alain-Claude Bilébizé a effectué une visite au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje pour un état des lieux de cette infrastructure et toucher du doigt les réalités sur son entretien, car le ministre souhaite créer un dialogue de gestion entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des différents édifices appartenant à l'État. Nous avons entamé une série de visites des installations. D'abord pour préparer un compte rendu que nous ferons au gouvernement. Nous avons reçu un certain nombre d'informations par la presse et par les gestionnaires de cette installation. Des informations qui font état de dégradation d'un certain nombre d'éléments. Il s'agisse des pelouses ou des éléments techniques. Et ces dégradations sont principalement liées à l'absence de ressources pour assurer l'entretien. Nous nous sommes donc rendus compte qu'effectivement, il y a des difficultés. Nous en avons observé déjà à Port-Gentil. Et là, nous avons constaté d'autres types de difficultés. Et accompagné de l'ANAGIS et des responsables du ministère, nous avons fait une séance de travail et avec le fonds également pour regarder comment est-ce que nous pourrons engager un dialogue de gestion entre le ministère, avec le fonds à ses côtés, l'ANAGIS et les différentes fédérations sportives pour voir le meilleur usage qu'on peut faire de ces installations qui sont celles de l'État et de quelle façon est-ce que l'État peut continuer à mettre de l'argent pour la maintenance des équipements. Le ministre se rendra dans les tout prochains jours dans d'autres localités du pays pour le même exercice avant de faire un bilan complet sur les différentes infrastructures sportives relevant de l'État.
Les manifestations de la 6e édition de la Coupe du Feu Maître Mouiti Nzamba ont pris fin le week-end écoulé au gymnase du Prytanée militaire de Libreville avec au programme près de 120 combats, toutes catégories confondues. Nous retrouvons Ulrich Simaïla. La 6e édition de la Coupe Maître Nzamba Mouiti a débuté par le dépôt de la gemme de fleurs au cimetière de Lalala, suivi d'une messe de requiem à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. La grande journée des combats a eu lieu au Prytanée militaire de Libreville sous le regard averti du président de l'AMPAD, Maître Grégoire Arnaud Bakita Mombo, et de plusieurs invités avec la participation de 19 équipes, soit un total de 120 combats, toutes catégories confondues. Dans une ambiance monstrueuse, les combats entre vétérans ont donné un aspect particulier à cette 6e édition, très riche en émotions. Au thème des combats, c'est le club de Ndim Family qui est sorti vainqueur de cette coupe, suivi de missiles et de ions. Une note de satisfaction pour le président de l'AMPAD, principal organisateur de cet événement. Le feu grand maître Nzamba Mouiti s'est très bien déroulé. Nous avons assisté à de très bons combats de haut niveau. Et la particularité de cette coupe a été la participation des vétérans internationaux ainsi compétiteurs qui ont brillé par leur technique, leur technicité et de leur savoir-faire sur le plan du combat. Ces anciens sont venus rehausser cette compétition. Et à travers l'enseignement de Maître Nzamba, qui était un homme rassembleur, un homme très social et un homme technique, nous avons vu ici beaucoup de maîtres qui sont venus magnifier cet enseignement. Donc ces maîtres ont tout simplement dit que l'AMPAD est un organe qui va fédérer le taekwondo au niveau national. Le taekwondo gabonais qui souffre des divisions depuis plusieurs années, l'AMPAD souhaiterait que l'unité qui a prévalu lors de cette édition, réunissant toute la famille de cette discipline, se pérennise. Toutes les tendances qui n'ont pas compris, nous sommes unis. Le taekwondo, où l'esprit du dos doit gagner. Lorsque nous sommes des pratiquants d'art martial, on doit comprendre d'abord que c'est la primeur mentale, spirituelle qui prime, et non des intérêts personnels. Donc ces anciens internationaux sont venus montrer par des lois de l'année qu'il n'y a qu'un seul art qui maintenant, c'est une grande famille, une très grande famille, et nous demandons tout simplement à toutes les soi-disant tendances de ne pas se confondre dans les différences, parce qu'on est ensemble grâce au taekwondo qui gagne. L'Association nationale pour le taekwondo invite tous les pratiquants du taekwondo à parler d'une seule voix. Nous pratiquons un seul art qui est le taekwondo. C'est pourquoi nous avons comme uniforme de bord qui est blanc. Blanc comme la CNPD, blanc comme lui. Il faut noter la présence des disciplines sœurs comme le full contact qui ont eu à rehausser par une très belle prestation de démonstration des katas. La cérémonie s'est achevée par un apéritif offert par le bureau de l'AMPAD. Certains internationaux de cette discipline ont tenu à manifester, sinon rendre témoignage de l'illustre disparu qui, selon eux, est le précurseur de cette discipline en terre gabonaise. Les précisions au micro d'Ulrich Simaïla. Je dirais d'abord que je suis très honoré parce que j'ai été invité en tant qu'ancien taekwondo à venir faire les combats de démonstration que nous amusons de l'ancien. Et ce genre d'initiative est très souhaité. C'est très souhaité. Donc vraiment je félicite les organisateurs de cette compétition. C'est pour promouvoir le taekwondo gabonais. Et vraiment ça nous a fait honneur de pouvoir venir parmi. Mon nom c'est Maître Périni. Je suis dans le taekwondo depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Je fais partie des plus jeunes de ce pied noir. Mes maîtres plus anciens c'est Maître Lomo, Maître Maboumou, Maître Chakra et le défunt Maître Samba et Maître Aouré. Donc en général je dirais que ceux qui sont dans le taekwondo, plus ou moins je les ai bien parce que moi j'ai eu la chance de commencer chez les jeunes à 105 taekwondo minime. Je fais partie des premiers à remporter la Coupe des demi-champions. Je suis rentré à la compétition, j'avais 14 ans, 15 ans. J'étais ceinture noire, je passe ma ceinture rouge, je passe ma ceinture noire à 17 ans. J'étais obligé de la repasser après à 18 ans parce que j'étais le plus jeune. Je ne sais pas en plus, je suis le plus jeune.
Donc ce genre d'initiative, comme je dis, c'est à promouvoir. C'est très bien parce que déjà au niveau du taekwondo, il y a des esprits qui ne coïncident pas. Et quand on fait un sport comme le taekwondo, c'est ce genre d'initiative qui permet de nous réunir, de remettre certaines trucs sur la base, de remettre certaines choses à plat, et que tout le monde puisse marcher main dans la main pour l'honneur du Gabon et pour l'honneur du taekwondo. Quel souvenir gardez-vous de Maître Nzamba, comme vous avez peut-être connu? Nzamba, c'était mon maître à 105. Comme je dis, tous ces grands maîtres aujourd'hui qui ont fait les clubs à travers le pays sont tous de 105. 105 était la maison mère. Donc Maître Nzamba était mon maître. Je le reconnais toujours comme un grand maître parce qu'il était bien dans la technique de base, il prenait bien la base. Et au taekwondo, si tu n'as pas la base, tu vas devenir un bon maître. Tu vas devenir un bon combattant. Parce que tout d'abord part de la base. C'est comme une maison. Si le soubassement n'est pas bien formé, n'est pas bien fait, et franchement vous n'aurez rien. La maison va s'écrouler devant vous. Donc Maître Nzamba a vraiment eu cette grâce qu'il nous a donnée, faire la base, faire asseoir la base du taekwondo. Et il a ouvert après plusieurs clubs. Et c'est ces clubs que je le redis parce qu'il me rappelle qu'aujourd'hui maintenant, à l'époque c'était 105 qu'il y avait plus de lèvres au niveau de l'équipe nationale. Aujourd'hui je trouve maintenant aussi plus de lèvres de l'impact. Et ça fait plaisir de Maître Nzamba aujourd'hui que décédé. Tout ce que je retiens de faire Maître Nzamba, c'était déjà un homme humble, un rassembleur, quelqu'un qui a participé à l'évolution du taekwondo au sein du Gabon. Le défunt Maître Nzamba, c'est le fondateur des écoles Panthère, donc il fait partie des piliers, des doyens, de ceux qui ont installé la discipline coréenne que le taekwondo au Gabon. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, en tant que président de la Ligue de taekwondo de l'SUR, d'organiser en collaboration avec l'association AMPAD la 6e édition de la coupe dédiée à son nom. Et c'est une réussite, une grande fierté parce qu'on a voulu appeler aussi les anciens gloires du taekwondo gabonais, les anciens internationaux. Vous avez vu des rencontres, des anciens comme Péréni, comme Lafleur, comme Asogo, comme Ebele. C'est les anciennes gloires du taekwondo gabonais qui sont venus aujourd'hui honorer de leur présence, de leur participation, la mémoire de ce grand homme qui fut Nzamba Mouti Guinoël. L'enseignement de Maître Nzamba était un homme rassembleur, un homme très social, un homme technique. Nous avons vu ici beaucoup de maîtres qui sont venus magnifier cet enseignement. C'est juste cet élément que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka, la réalisation, l'incontournable David Mitola. Merci de nous avoir suivis et bonne nuit chez vous.